Samedi 18 mars 2023 avait lieu à la librairie Ombre Blanche à Toulouse une présentation des 26e Rencontres internationales Traverse, festival de cinéma expérimental et d'art vidéo, qui se tenait du 15 mars au 2 avril autour de la thématique Variabilité en écho et animée par Paria Vatanka, peintre, vidéaste et chercheuse d'origine iranienne. Je ne vais pas dire que c'est l'année de tous les dangers, parce que toutes les années sont les années de tous les dangers. Mais nous accumulons les aléas, dont un là actuellement, je vous expliquais. Mais d'abord, merci. 14 heures, il fait soleil et vous êtes là, et c'est tant mieux. Et Paria donc doit être aussi ravie de pouvoir défendre cette cause que je défends, non pas en tant que femme, mais en tant qu'humaine. Parce que j'estime que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit défendre les femmes et pas les hommes. Donc je suis humaine et citoyenne du monde. Et bien évidemment, je suis contre le voile qui est un ghetto portatif et qui n'est pas une liberté que l'on prend à s'habiller. Ce n'est pas un chapeau à petites fleurs. Ce n'est pas une voilette qui permet de jouer aux coquettes, si l'on veut. Mais c'est un ghetto portatif. Alors, je disais ceci pour dire qu'il y a un aléa de plus. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, vous pouvez demander le programme, comme dit l'ouvreuse, si vous ne l'avez pas. Là. Alors, nous sommes au 4e, voire 5e jour du marathon, qui se termine demain aux abattoirs avec une performance de Paria. Puisque j'ai tenu à faire un focus sur les femmes iraniennes, non par effet de mode, puisque l'année dernière, Paria a déjà actué, puisqu'on ne présente pas une performance, on l'actue, on la performe, mais on ne la présente pas, sinon ce serait quelque chose qui serait hors de vous. Et exceptionnellement, donc, je lui ai demandé, puisque je reçois beaucoup de propositions, quelques mille, et donc je ne demande pas des œuvres, et même si j'en voulais, dont j'ai envie, je ne demanderai pas, parce que j'en reçois beaucoup, et que déjà je déçois pas mal d'artistes que je ne peux pas programmer. Et là, cependant, j'ai rappelé Paria, j'ai dit Paria, il faut que tu reviennes, il faut que tu, et pas une fois, 2 fois, 3 fois, on va changer ce que nous faisons en Ombre Blanche pour ce focus qui me paraît absolument indispensable. J'ai d'ailleurs les... Hein, tu as vu ? Ah oui, c'est très engagé ça. C'est pour moi? Ah, si tu veux, merci. Je les referai. Oui, je vais faire autour de mon... Ce sont les couleurs de l'Iran. Oui, c'est le drapeau. Pas maintenant, tu vois que c'est l'Iran. C'est l'Iran. La liberté, c'est partout. Oui, non, mais certes, mais là... Donc, parmi les aléas, donc les mouvements de rue et les non-mouvements de train, qui font que des artistes arrivent. Il y en a une qui va arriver cet après-midi, alors que d'autres qui sont arrivés en retard et d'autres qui n'arrivent pas. Voilà. Et d'autres aléas, je ne sais pas si j'ai à le dire, mais ça permet de finalement relativiser ce qui va se passer là dans quelques instants. Donc, la même personne, sans doute, par 2 jours, a volé aux Carmélites une tablette d'une œuvre et le lendemain, un gros projecteur tout neuf qu'on vient d'acheter. Et donc, il va perturber un peu les installations de ce soir. Et donc, oui, habile, tout ça, habile. Et donc là, c'est une question de fichier qui fait que la proposition va être totalement renversée. Et vous allez devoir faire un effort de mémoire. Je ne vais pas vous raconter les films. Un expérimental se raconte encore moins qu'un film narratif. Et simplement, l'idée était de projeter là, à même le mur, des films. Donc, Mrs. El Arabi, de Baïziad, qui habite désormais à Londres. Je suis née à Téhéran, de Leila Zeli, qui habite désormais le Canada. Arezou Ramedzani, qui est un film abstrait d'une jeune iranienne qui devait être là, mais qui restait à Londres. Un autre film, je n'en dis rien parce que vous le verrez, est un petit peu différent des autres. Et j'ai tenu à y ajouter un film qui est une relation
entre une personne d'ici qui s'appelle Pierre Fétis et une jeune Syrienne qu'il a rencontrée par le net. Et il me semblait que Syrie, Afghanistan, Iran, même combat, même si ce film n'est pas du tout dans cette mouvance, il se rappelait que les personnes vivent aussi à côté, quand il n'y a pas des bombardements, quand il n'y a pas des assassinats d'État dont tu vas parler. Donc il devait y avoir ces films. Les États, ils sont tous amis ensemble. Le Assad avec la République islamique, Poutine, Afghanistan, maintenant les talibans, ils ont ouvert leur ambassadeur à Téhéran. C'est le premier pays qui a autorisé aux talibans d'ouvrir leur ambassade. Du coup... Donc, pour expliquer... Tu avais un bon choix. Et après, c'est elle qui parle. Donc, il devait y avoir ces films projetés, plus 5 fragments de films de Paria, qui est aussi vidéaste et chercheuse. Et c'était après ces films-là que nous aurions discuté des films et qu'elle aurait donc répondu à vos questions concernant l'Iran et les films. Pour la raison que je viens d'évoquer, Anthony est reparti pour retravailler le fichier. Il ne peut pas le faire ici, donc il est parti chez lui. Les mouvements de rue font qu'on ne peut pas y aller en voiture. Et que donc, il est parti à pied, qu'il va lui falloir 20... voilà. Donc, on ne va pas vous faire attendre comme cela, sauf à nous raconter notre vie. Non, hein, ce n'est pas la bonne... voilà. Donc, on va faire l'envers. Et nous parlons. Je peux simplement vous dire que le premier, Mrs. El Arabi, est un film très court qui a été vu hier soir au Cratère, puisque dans Variabilité en écho, il y a aussi ce projet de montrer combien notre position dans l'espace, avec des personnes à côté ou seules, debout ou assis, avec de la lumière ou pas de lumière, en grand écran, petit écran, cela transformait l'image, cela transformait donc l'objet filmique. Et c'est en ce sens que Mrs. El Arabi était là, et je l'ai retenue ici, puisque c'est l'artiste elle-même qui performe, elle aussi, sur les images de la femme arabe dans le cinéma. C'est un film très très court. Donc je suis née à Téhéran. C'est l'exil, l'image de l'exil, avant, et ça tu sauras en parler absolument, puisque c'est aussi l'histoire de ton histoire, et transmute, je dis tout à l'heure, abstrait. Voilà, donc vous verrez ces 5 films et les films de... Alors c'est dommage, bien, on dira que ça marche comme ça, hein, flashback, flash forward, etc. Voilà, donc Paria, merci d'être là, et de ton sourire, quelles que soient les horreurs dont tu vas parler. Je pense que je suis née avec. Je dois faire. Et donc, bien sûr, c'est de la discussion. N'hésitez pas à lever la main, vous nous arrêtez, maintenant que vous savez ce qu'il en est, et nous pouvons donc discuter. Mais c'est toi, Paria. D'accord. En fait, bonjour à toutes et à tous. Pour aller sur les essentiels, j'ai préparé un petit texte de 2-3 pages, comme ça, ça sera plus clair. La situation de l'Iran, c'est que j'ai envie de vous présenter et vous parler. Du coup, je vais lire ce petit texte. Après, on continue de discuter avec Simone, avec vous, bien évidemment. Bon, je vais lire le texte. Tout d'abord, je tiens encore à remercier Simone d'avoir programmé cette table ronde et pour son sensibilité vers les droits des femmes, notamment maintenant aujourd'hui, les droits écrasés des femmes iraniennes. Et aussi, je tiens également à remercier Anthony qui n'est pas là et toute l'équipe de Traverse Vidéo. En fait, comme dit Shirin Neshot, artiste iranienne, l'art iranien est un art politique. Si ce n'est pas politique, ce n'est pas un art iranien. En 13 septembre 2022, une jeune femme nommée Mahsa Jina Amini était arrêtée par la police morale à Téhéran pour avoir mal porté son foulard. Elle est décédée 3 jours plus tard à l'hôpital à cause de la violence des coups sur sa tête. Son mort a été l'événement qui a fait déborder le vase dans un pays où les femmes subissent la maltraitance et la discrimination depuis 43 ans. Depuis plus de 8 mois, nous assistons à une révolution baptisée Femmes, Vie, Liberté, qui a déjà coûté la vie à plus de 800 personnes, dont des enfants.
et entraîné des milliers de prisonnières et des dizaines d'exécutions. Dans une société soumise aux lois islamiques, la perte de droits pour les femmes engendre une oppression totale sur la société. L'obligation de porter le voile entraîne également l'ascenseur de l'art, de la culture, rendre la danse et le chant interdits. Il cherche à effacer notre culture et notre histoire, mais il ne va pas arriver. Après la mise en place de la République islamique en 1979, nous avons perdu toutes nos libertés individuelles et sociales, ainsi que l'abandon d'un système juridique laïque adapté du Code civil français, comme l'appelle si souvent Shirin Ebadi, avocate et lauréate du prix Nobel de la paix. Selon elle, la révolution blanche de Shah, le dernier roi d'Iran, qui a modernisé l'Iran et rapproché le pays des normes et des valeurs démocratiques, ne plaisait pas aux mullahs et à la partie religieuse extrémiste du pays. Les femmes iraniennes sont tout particulièrement visées et victimes. Elles ont perdu leur droit de travailler, divorcer ou voyager sans le constatement de leur mari. Après, bien évidemment, ça dépend de la situation de famille aussi, parce que il y a une majorité, presque entièrement les familles iraniennes, ils sont pas pour ce régime, ils sont pas pour ces lois discriminatoires envers des femmes, et il n'y a pas des hommes qui l'obligent ou les forcent à faire quelque chose, ou pas faire, par exemple, pas travailler ou divorcer ou voyager, mais il reste quand même une partie de société avec des hommes plus peut-être traditionnels, plus religieux, qui utilisent le poids politique pour écraser les femmes dans leur vie quotidienne, leur vie sociale. Et elles ont perdu accès à certains travaux comme d'être juge ou présidente. Comme j'ai parlé de Shirin Ebadi, c'est une avocate qui a eu le prix du Nobel de la paix. Et elle était juge à l'époque de la monarchie Pahlavi. Dès que Khomeini a pris le pouvoir, toutes les femmes juges étaient arrêtées de travailler parce qu'en islam, les femmes ne sont pas assez sages pour être juges. Ce régime a... elles ont également perdu leur droit à l'avortement ainsi que l'égalité face à l'héritage et face à la justice. En islam, l'avortement c'est interdit, bien évidemment, comme beaucoup des autres religions, j'imagine. Et l'égalité face à l'héritage et face à la justice n'existe pas. Les femmes, ils ont 2 fois moins de droits que les hommes. Après, j'aime bien ouvrir une parenthèse ici de parler de la situation de l'avortement ou du droit des femmes aux États-Unis pour dire que j'aime bien que vous imaginez pas que ce qui est arrivé, ça peut arriver juste en Iran, parce que même en Iran, les Iraniens n'y croyaient pas. Mes parents n'y croyaient pas que c'est possible, telle régression de droits humains. Et moi, comme j'étais enfant, j'entendais toujours que c'est pas possible, ils vont pas rester, c'est un cauchemar. Et il attendait tous les jours que ça change quelque chose, que les mullahs, c'est pas possible qu'ils restent, mais ils sont restés. Et aux États-Unis, on voit qu'il y a dans certains États cette régression des droits des femmes. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier partout sur les sujets comme ça. Et si je parle beaucoup, tu dois m'arrêter. Non, c'est vrai. Ok, j'arrête un petit peu. D'accord. Bon, ce régime a clivé la société en séparant les femmes et les hommes dans les lieux publics et privés comme l'école, les salles de sport et les stades, la piscine et la plage. Comme le dit journaliste et activiste Zinab El Raouzi, c'est une journaliste d'origine algérienne qui était exilée en France, qui travaillait avec Charlie Hebdo, qui depuis l'attentat chez Charlie Hebdo, elle vit sous la protection policière parce qu'elle est très menacée par les je pense, islamistes de son propre pays ou des pays maghrébins. Elle explique très bien la situation des femmes, le voile et les droits des femmes en islam. Elle dit le voile est une technique de marquage visuel, non pas de celles qui le portent, mais de celles qui ne le portent pas.
surtout dans les pays qui sont majorité, ils sont obligés de le porter. Elle ajoute accepter le voile et ses déclinaisons les plus rigoristes au nom de la liberté, de la liberté de s'habiller comme on veut. C'est la négation même du féminisme, contrairement à ce qu'elles disent, ces féministes pro-voile. Comment on peut accepter une tenue édictée par le ciel est obligatoire dans plusieurs pays, sinon les contrevenantes sont châtiées corporellement sur la place publique. C'était les paroles de Zineb El Razoui. Je continue. Je quittais l'Iran en 2009 pour pouvoir travailler en tant qu'artiste plasticienne sans subir la censure. Dès la première année de mon travail, libéré de ces contraintes, l'Iran et ses problèmes sociopolitiques sont devenus les sujets de mes œuvres, consciemment et inconsciemment comme un besoin inévitable. J'organise également diverses expositions d'œuvres engagées des femmes artistes iraniennes en exil. J'ai choisi les femmes iraniennes en exil parce que je pense que l'art en Iran est tellement sensorique qu'on ne peut pas avoir vraiment les arts engagés. Il y a des artistes qui travaillent comme ça, par exemple comme Jafar Panahi, qui est une cinéaste, mais elle est tout de suite arrêtée, prisonnière, interdite de travailler, interdite de voyager. Elle était même en prison parce qu'elle a participé aux manifestations Femmes, Vie, Liberté cet été. Elle était en prison. Je mélange toujours il et elle. Jafar Panahi, il était prisonnier pendant plusieurs mois. Heureusement, il vient d'être libéré. L'Iran et ses problèmes sociopolitiques sont devenus les sujets. Oui, ça je dis aussi. Mon choix se tourne vers des artistes femmes en raison de l'oppression particulière exercée sur elles aussi. C'est une autre raison. La décision de dépasser l'autocensure et de faire un travail engagé s'est fait au prix d'accepter de ne plus pouvoir rentrer dans mon pays auprès de mes proches, mais rester silencieuse était impossible pour moi. Comment peut-on rester silencieuse au courage des Iraniennes qui, à chaque manifestation contre ce régime, risquent leur liberté, ils vont être prisonnières, et même parfois disparus, risquent de leur liberté et leur vie depuis 1979 et tout particulièrement aujourd'hui avec la révolution Femmes, Vie, Liberté. Je répète encore. Et c'est fini. Ou des femmes, ou des Iraniennes, femmes, hommes, jeunes, vieux, de toutes les ethnies et toutes les croyances réclament la fin du régime islamique. Il nous fait réagir face à cette théocratie qui tue sans hésitation dans les roues et dans les prisons au nom de Dieu. Merci. J'ai des noms des artistes iraniens, mais je pense que ce n'est pas très évident de dire des noms et les noms des œuvres parce qu'on ne peut pas les voir. Mais il y a beaucoup d'artistes très actifs, notamment au Canada et aux États-Unis, qui travaillent sur tout ce qui se passe en Iran, malgré qu'ils sont en exil. Ils sont loin chez eux, ils continuent à penser, d'être en lien avec l'Iran. Voilà, j'ai fini. Merci pour le rappel et pour l'histoire que vous venez de dire. Et évidemment, c'est le sujet d'aujourd'hui, de tout point de vue. J'avais une curiosité qui m'a été révélée hier soir quand on a, en tout cas le lien, hier soir, quand on a vu le film de Caroline Martin, Repenser la pomme, ça m'a rappelé le film de Samira Makhmalbaf, La pomme, que je pense beaucoup d'entre nous ont vu. On peut toujours le voir, même aujourd'hui, je pense, sur Mubi et d'autres plateformes. Donc, c'est des films qui circulent. Bien sûr, les films de son père, Mohsen Makhmalbaf. Et je me demandais, bien sûr, La pomme est un film sur la situation de jeunes filles qui veulent devenir femmes et que c'est cette pomme qui va les amener à un moment donné, entre 1979 et maintenant, un moment peut-être intermédiaire, va les amener vers une émancipation et une liberté.
Et je me demandais si vous saviez quel est le travail aujourd'hui de Samira Makhmalbaf et éventuellement de son père, Mohsen Makhmalbaf. En fait, pour répondre tout facilement, malheureusement, je ne suis pas au courant du travail de Samira Makhmalbaf et son père. Et j'ai essayé un petit peu de étudier, mais je n'ai pas très, très accroché à leur travail. Je ne connais pas très bien même le film de Pomme. Mais je pense que Samira Makhmalbaf aussi, elle vit en exil. Je ne connais pas, je suis désolée. La Pomme, c'est un film très simple, en effet. Il y a 2 sœurs qui ont, je pense, 11 ans, ou autour de cet âge, et elles ne peuvent pas aller à l'école. Elles ne peuvent pas sortir de la maison. Elles sont enfermées. Il y a une petite cour, il y a la rue devant, et elles, leur pièce... En Iran. En Iran. Et c'est pourquoi ils sont interdits de sortir, parce que c'est pour leur famille, c'est leur père. C'est leur famille qui leur abuse les lois. Oui. Et elles voient le monde à travers les grilles de ces espaces qui s'enchaînent. Donc la première grille vers la rue, la deuxième grille vers l'espace moitié ouvert, moitié fermé de la maison, qui est un peu sombre, etc. Elles peuvent sortir dans la première cour et jouer et tout. Et à un moment donné, il y a une pomme qui arrive à travers la première clôture, donc de la rue, que d'autres enfants ont passé. Et les filles vont suivre cette pomme et sortent de la maison. Voilà, c'est la fin du film. Moi, j'aimerais savoir un peu, justement, avant 2009, quand tu étais encore là-bas, quel genre de travail tu pouvais produire et tu avais envie de produire si tu ne pouvais pas produire de travail qui était nécessaire pour toi? En fait, il y a une autocensure assez forte quand vous vivez en Iran, parce que vous connaissez déjà dès que vous êtes enfant qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, ce qui va vous engendrer les problèmes. Et moi, j'avais aussi cette autocensure. Moi, je suis à la base peintre, je continue à faire de la peinture et j'ai toujours été intéressée à représenter le corps des femmes. Je pense que c'était l'oppression que je sentais. Je voulais le présenter dans mon travail. Il y a mes peintures qui existent, je ne sais pas, j'ai mis sur mon site ou pas. Et le corps de femme, la présentation de femmes, les questionnements sur la vie de femme, c'était très dans le corps de mon travail artistique. Mais c'était toujours une manière très abstraite. Pour pas avoir le problème, j'ai exposé. En fait, les Iraniennes adorent de vivre de manière très moderne, très ouverte. À Téhéran, il y a des galeries magnifiques, des musées très magnifiques. Vous pouvez exposer, d'avoir des vernissages, d'avoir des finissages, de trouver des gens, parler de tout ce que vous pouvez imaginer en liberté parce que vous êtes entre vous. Mais mes œuvres étaient toujours très abstraites. Très caché, le sujet c'était très caché. Mais la dernière fois, comme j'ai exposé mes peintures en Iran, à Téhéran, dans une galerie qui s'appelait Galerie Dey, il y avait juste un de mes œuvres, mes travaux, il y avait une silhouette de femme entièrement. Et c'était pas abstrait, mais c'était très minimal. C'était vraiment une surface très plate. On voyait rien, on voyait pas le volume, on voyait pas des ombres. C'était juste une silhouette et c'était ça qui a posé problème. Le ministre de la culture, qui maintenant il s'appelle ministre de la culture islamique, je sais pas quoi. Ils ont des espions, je sais pas comment ils contrôlent. Ils sont venus à la galerie parce que Téhéran c'est une ville de 10 millions de personnes, c'est une ville très grande. Ils ont enlevé cette toile, ils ont menacé la galerie, soit tu fermes la galerie, soit tu enlèves ça.
Après, je pense que c'était quand même déjà pas mal qu'ils ont laissé le choix. Et c'était comme ça, la situation. Après, il y a tout. Il y a la performance, il y a la vidéo, il y a tout ce qui se passe en Iran. C'est parce qu'il y avait beaucoup de moyens. Maintenant, les gens, ils sont dans le problème économique à cause des embargos récents. Mais on a des gens qui font la performance, la vidéo depuis des années, le court-métrage, c'est très actif. Et personnellement, pour moi, j'ai pas envisagé de faire la vidéo, la performance, parce que moi, je voulais pas censurer mon corps. J'avais pas envie de mettre le voile, faire la performance, parce qu'en Iran, on sait pourquoi j'ai mis le voile. Les Iraniens ici, moi, j'ai mis ça parce que je suis obligée. Mais si un public étranger regarde, il pense que je l'ai mis parce que je suis une femme musulmane, que j'ai envie d'avoir le voile. C'est pour ça que je suis voilée dans mes performances. Il sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'on est obligé. Et j'ai commencé à faire, je pense maintenant, je peux dire la vidéo performance, mais la vidéo depuis que je suis arrivée en France. Je me sentais plus libre à faire ça. Ok, bonjour. On entend là au fond? Bien sûr. Ouais, super. C'est pas une question. J'ai vu, je crois, c'était il y a 10 jours, une dizaine de jours, juste avant la séance des curiosités, quand c'était pas encore lancé, Traverse. Sur Arte, il y a un film qui est en fait d'animation. C'est une technique où en fait on filme en vidéo et après on passe un filtre et ça devient. Je connais pas la technique exactement là, le mot je perds. Ça fait comme un contour, un style solarisation. Ça ressemble un peu à ça. Mais c'est pas exactement ça. C'est pas aussi artistique que ça. C'est fait par un style du genre. Et le titre du film, il m'échappe, mais le sous-titre, c'est un peu sexe, drogue, voilà, terrain tabou. Et j'ai pas pu, j'étais un peu fatiguée, mais quand même, c'est waouh. Enfin, c'est ça aussi, je pense, c'est le ministère de la morale, mais qui est tellement immoral en fait, qui crée des lois. Oui. Pour pouvoir lui-même les détourner. Il faut être quand même sacrément tordu. Exactement. Enfin, mais ça existe chez nous aussi. Non, oui. D'autres manières. Non, mais le fait de créer des lois, pas pareil, Ouais. pas dans le même, pas aussi fort. Oui. Mais ça, c'est un esprit qui. Tu disais tout à l'heure, Simone, que tu es citoyenne du monde. Et effectivement, ça, c'est un acte de malveillance de pensée, mais qui existe à travers tout le monde. En Iran, ça prend des formes mais gigantesques. Parce que là, il y a carrément un gouvernement, la police morale. Non, mais police morale. Quoi. La police morale, et nous avons une armée, en normal, une armée qui s'appelle Pastaran. En persan, on dit Pastaran, mais j'essaie de dire en français Pastaran, mais... Voilà, les gardiens de la révolution. Et en fait, ils étaient un petit groupe. Maintenant, ils ont un monstre. Ils ont accès ou ils ont main sur l'économie, sur tout ce que vous pouvez imaginer. Et dans un mot, je voulais dire que le régime iranien, c'est un régime totalitaire. Parce qu'en régime dictateur, par exemple, si on dit que la monarchie iranienne avant c'était un régime dictateur, qu'il faut quand même discuter sur ça. Ce régime c'est totalitaire parce que non seulement il veut le pouvoir politique, il veut rester au pouvoir, il veut que tout le monde soit comme lui. Il veut donner l'image d'un peuple uni, un peuple sans distinction, sans individualisme. Et du coup, il contrôle tous les espaces privés, intimes et publics en même temps. Ça, c'est une caractéristique, oh mon Dieu, là. Voilà, c'est ça, des régimes totalitaires, comme tout le monde sait. En fait, eux-mêmes ne mettent pas en action leurs propres paroles. Ils se permettent de dire aux autres, exactement. Il faut faire comme ça. Ce qu'ils ont envie de faire. Et eux-mêmes, en fait, ils respectent même pas les lois que eux, ils ont créées. Personne les a créées. Ouais. Un bon exemple de ce que tu es en train de dire, c'est le film. En anglais, on dit Handmaid's Tale. En français, on dit comment? Il faut vraiment regarder ce film et ça passe aux États-Unis. Et vous voyez les dirigeants dans ce film, au cachet, ils ont tout ce qu'ils ont interdit aux populations. Et moi, à chaque fois, je regardais cette série et je disais, mince, ce qui s'est arrivé en Iran, parce qu'il y a des gens qui disent, on n'est pas vous qui ça arrive. Et en Iran, les Iraniens, ils disaient, on n'est pas vous qui c'est en train d'arriver.
Et il y a des artistes iraniens qui travaillaient, par exemple, dans le théâtre de ville, les femmes à Téhéran. Après la révolution, ils étaient tout contents parce qu'ils étaient des gauchistes. Ils ont pensé, ils ont gagné. Maintenant, ils vont avoir encore plus de liberté politique. Ils sont allés au lieu de leur travail, des femmes artistes iraniennes. À Téhéran, pour rentrer dans le théâtre, il y avait des pastarins, des bassijis qui sont avec l'arme, ils arrêtaient, ils ont dit vous avez plus droit de rentrer dans le théâtre. Et dans le film de Hans Mettel, nous voyons que c'est les journalistes femmes qui vont dans leur lieu de travail après qu'il y avait des coups d'État et du coup, il y a des gens armés qui les arrêtent. Ils disent vous êtes plus du tout bienvenus ici, vous devez vous dégager, vous ne pouvez pas rentrer dans ce lieu de travail. Là, ça se permet de dire que c'est grâce à un Dieu. Donc, puisque c'est un Dieu, il n'y a pas à décider autrement. C'est Dieu qui a décidé que les femmes étaient faites pour procréer et qu'elles sont d'emblée le mauvais côté d'Adam. Alors, je le répétais, tant pis pour ceux qui m'ont déjà entendu, c'est une mauvaise traduction de la Bible, puisque dans la Genèse 1, c'est qu'il y a dans Adam un côté féminin et un côté masculin. Et il n'y a pas du tout écrit que Ève, c'est dans la Genèse 3 que c'est devenu un côté. Donc une traduction particulière. Et si l'on regarde les textes comme cela, on voit comment les traductions, et là on revient, vous connaissez tous, puisqu'on est à Ombre Blanche, beaucoup ont lu cela, traditio traditionis, la traduction est une trahison. Et donc il y a à chaque fois un tirage vers celui qui a décidé que le texte passait. Et en l'occurrence, même sans l'avoir lu absolument, et en transformant ce qui est tout à fait utile. Et hier, donc, le film de la pomme de Marais nous a fait effectivement, elle parlait de l'ambiguïté de la Vierge Marie, qui était à la fois vierge et qui était à la fois femme, et c'est avec un très bel humour, elle disait que finalement, c'était être pour faire oublier aux enfants que leurs parents et leur mère surtout avaient une sexualité. Donc là, ce film, c'est dommage que vous ne l'ayez pas vu, mais j'appelle, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que nous avons monté une serre en guise de petite salle de cinéma au réservoir de Guillauméry, et que lorsqu'on veut voir un film que l'on n'a pas vu ou que l'on veut revoir, par exemple La Pomme, il faut envoyer un courriel à Traverse 2 ou 3 jours avant, parce que vous voyez les questions de fichiers. Donc, et vous pouvez le voir, ce film-là. Donc je le dis pour tous les films que vous n'auriez pas vu ou que vous voudriez revoir. Donc effectivement, le nom de Dieu, vous savez, il y a un juron en français, on dit nom de Dieu. Ben, ça serait bien de le dire comme ça et qu'on arrête avec ces dictates venant de je ne sais où pour imposer. Cela est même aux hommes, parce que certains hommes ont été aliénés par cette idée-là et que certaines gamines à Toulouse sont encore plus aliénées, puisqu'on voit des gamines de 15-16 ans avec le voile. Et je répète, le ghetto portatif. Pardon d'être intervenu, puisque c'est à vous la parole. Et je voulais dire quelque chose. Non, c'est effectivement, je pense que c'est très très intéressant ce genre de réunion pour parler de notre pays. Je suis iranienne, violoniste depuis 40 ans presque. Je vis en France, j'ai fait mes études en France et j'ai fui la République islamique parce que faire du violon avec un voile sur la tête, c'était juste impensable. Bon, je l'ai fait un petit peu au début, j'étais obligée. Mais c'est intéressant de mettre les gens, les Français, au courant de ce qui se passe dans notre pays. On n'est pas forcément au courant. Ici, je me rends compte que les gens ne savent pas ce qui se passe. Et c'est intéressant, effectivement. Et je voulais vous remercier pour avoir fait cette initiative. Voilà. Notre chance d'être dans la démocratie entraîne des mégardes, puisque nous voulons voir ce que nous voulons voir et entendre ce que nous voulons entendre, et que finalement nous avons des idées avant et il est très difficile de les transformer. Nous sommes ankylosés dans des préjugés parfois, et c'est vrai que c'est plus simple de sommeiller que de se dire agissons, faisons,
faisons ensemble. Donc, dans la citoyenneté, dont je parlais tout à l'heure. Et avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre, je parlerai d'une initiative qui m'a beaucoup plu. Enfin, les orthodoxes juifs dans les quartiers de Jérusalem, ceux qui portent les papillotes, etc., ont inventé quelque chose qui me paraît vraiment judicieux, pas du tout comme ils le pensaient, mais je renverse finalement. Ils ont inventé des lunettes qui empêchent les hommes de voir totalement les femmes. Et dans ce cas, ce qui me paraît très très bien, ce sont les hommes qui subissent et pas les femmes. C'est-à-dire que la femme, elle peut continuer à se balader et l'homme est avec ça. Alors l'homme pupille, comme elle l'appelait, la rabbine de Strasbourg, que j'aime beaucoup, lisez ses textes, ils sont jouissifs. Le dernier écrit en très gros, vous l'avez lu à 1 heure, mais avec un plaisir parfait. Elle rappelle d'ailleurs les choses de la Bible. Ah, voilà. Donc c'est merveilleux d'intelligence. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit ça, il faut que tu le dises à tout le monde, parce qu'enfin les hommes s'imposent. Moi je dis, si les hommes portaient le voile, je dirais pas non. Après tout, hommes et femmes sont aliénés de la même manière. Mais là, eux ne le portent pas. Ils sont en short, ils prennent leur jus de fruits, et puis les femmes, elles sont là-dessous. J'avais vu en Jordanie une femme qui avait mis une paille pour arriver à boire à travers le claustrat. Et je ne pensais pas que jamais je verrais ça en France. Mais j'avais regardé ça comme un film pendant l'heure qu'elle a mise à boire son jus de fruits. Il y a des hommes aujourd'hui qui portent le voile pour être solidaires avec leurs femmes en Iran. Ils ont, ces derniers temps, imposé une espèce de voile un peu à part qui s'appelle Marnae aux pharmaciennes en Iran. Alors, allez savoir pourquoi aux pharmaciennes. Bon, c'est comme ça. Ils ont décidé que les pharmaciennes devaient porter ça. Donc, les collègues pharmaciens ont commencé à porter aussi cette espèce d'horrible chose sur la tête. Et franchement, c'est génial. Je trouve que quand les hommes se mettent à être solidaires des femmes, il n'y a rien de plus beau. Voilà, c'est là où on retrouve toute notre humanité dans le bon sens, en fait, le bon sens. Voilà. Et ils le reconnaissent aussi, par la bande, que les femmes peuvent avoir des désirs sexuels sur les hommes, c'est pas mal aussi. Ah oui, ça... c'est pas mal. Merci. Je voulais demander une chose par rapport à ce que vous avez dit au début. C'est-à-dire que malgré toute cette répression, il y a énormément d'artistes qui continuent à travailler, à trouver des astuces, à faire leurs activités. Mais justement, où, par quel biais, dans quel lieu? C'est toujours des maisons privées ou est-ce qu'on arrive à le faire un peu plus ouvertement? Et je suis au courant qu'il y a des groupes de musique on dit underground qui existent beaucoup en Iran pour les musiques qui sont interdites par le gouvernement. Et pour l'art plastique, pour les cinéastes, on peut nommer, moi j'ai un problème avec de nommer des gens, je me souviens juste de Jafar Panahi, mais il y a des autres aussi réalisateurs qui ont fait des œuvres facilement on peut trouver sur moi, et qui se trouvent en prison. Si vous tapez, par exemple, sur Google, réalisateur iranien, prisonnier, arrêté, vous allez trouver des autres noms aussi. Et pour l'art plastique, je peux, par exemple, nommer Shadi Qadirian et Gohar Dashti. Shadi Qadirian et Gohar Dashti, c'est 2 artistes femmes iraniennes, ils sont photographes, qui sont mondialement connus. Ils font le problème des femmes ou le problème de la guerre en Iran, le sujet de leur travail. Mais elle essaie de le présenter de manière très poétique, très métaphorique. Par exemple, Shadi Qadirian, elle a une série de photographies avec les voiles, je me souviens pas le nom de la série, avec les voiles, et à la place du visage des femmes, il y a des objets de cuisine, il y a des choses comme ça qui passent, que c'est très bien qu'ils le font. Mais
moi, je trouve que ça reste très limité pour une revendication très forte, assez forte. Je me demande jusqu'à quand on veut révolter, on veut critiquer le voile par montrer le voile entièrement. Ou par exemple, Shirin Neshat, au début il y a des années, elle a travaillé avec les femmes voilées, il s'appelle les femmes d'Allah, et elle proteste peut-être contre le voile, mais en respectant le code de l'islam dans leur travail. Moi, je préfère les artistes iraniens très jeunes, par exemple aux États-Unis, comme Mehregan Pezeshki, que j'ai exposé plusieurs fois son travail, ou Sharoyer Cyrus, ou Bahar et Baharak Akhlori, elle protestent contre le voile et contre les lois islamiques en montrant leur propre corps, en dévoilant leur corps. Comme beaucoup des artistes occidentaux qui, les années 60, les années 70, maintenant peut-être c'est moins le cas. On n'a pas besoin de faire ça. Ils ont dénudé et ils ont montré leur corps nu pour parler des codes religieux, de protester contre les traditions, le machisme. Et je préfère présenter ça moi-même dans mes expositions, mais il y a toutes les possibilités, c'est bienvenu. Il y a des différentes situations, des œuvres qui constatent la situation de l'Iran en Iran aussi, mais je trouve qu'il y a une limite quand même. Comme il y a le censure, il y a une limite. Si certains veulent les noms qui ont été dits avec cette voix magnifique, vous nous envoyez un courriel à Traverse et on vous enverra les identités. Hein? On peut faire ça. Voilà. Bonjour. J'ai une question qui concerne en fait la République islamique. Bonjour. Ma question, c'est en quoi consiste le conseil, j'ai vu ça, le conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime? Je pense, alors moi ça fait longtemps que je suis pas en Iran, mais comme c'est un sujet qui m'intéresse, comme vous pouvez l'imaginer, je pense que c'est un conseil en fait pour conseiller le guide suprême et les gens qui sont dans la première cercle autour de lui, pour ce qui est dans l'intérêt de la République islamique, pour mettre en œuvre ce qui est dans l'intérêt de la République islamique et établir des lois dans ce sens-là. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ça en personne? Comment on dit? Vous parlez personne ou pas? Oui, bien sûr. C'est quoi? اسمش به فارسی درست نمیدونم. شورای نگهبان؟ شورای نگهبان توی چیزایی که میاد، خبرایی که میاد از ایران خیلی هست اگه نگاه کنین. شورای نمیدونم چی نظام یه چیزی هم داره، انتقه مصلحت نظام. شورای مصلحت نظام. Nous avons tellement de différents systèmes. Sous-couche sur sous-couche. Il y a شورای نگهبان, مصلحت نظام. Après, il y a... En fait, شورای نگهبان, je ne sais même pas si ça existe encore. Si, ça doit avoir donné sa place à cette chose. مصلحت نظام. مصلحت نظام. D'accord. Voilà. Et c'est pour vraiment promouvoir tout ce qui est dans l'intérêt de la République islamique et faire des lois qui protègent ses intérêts. Voilà. Avoir le discernement d'eux, c'est vraiment penser et comprendre, aller jusqu'au bout de la chose. S'il y a une dernière question avant qu'on voit les films. Alors, une petite anecdote qui est l'historique de Traverse. Anthony n'était pas encore mon assistant, dont je ne peux plus me passer. Et lui de moins, j'espère. Sans voile. Donc, il y a une bonne dizaine d'années, je pense vous êtes rare à avoir eu droit à ce moment historique, comme tout est historique désormais, le score de rugby, de foot, etc. C'était une jeune Tunisienne que j'avais déjà connue par son travail, une performeuse. Et c'était à la Chapelle des Carmélites. Et les performances, je fais un pari.
Je sais le travail avant, on en discute, mais je ne sais pas ce qui va se faire. Bien évidemment, c'est une performance, c'est une fois, c'est la première fois, etc. Cette jeune Tunisienne m'avait dit, je serai dans la chapelle. Et c'est vrai qu'il y a du monde dans la chapelle. J'espère que vous serez là ce soir, il y a toujours beaucoup de monde. Je ne la voyais pas. Et puis quelqu'un m'a dit, mais il y a quelque chose de noir là-bas. Effectivement, il y a quelqu'un en djihad, noir, des pieds à la tête. Et qui lisait. Alors, nous sommes approchés. Et cette femme en noir lisait. Elle lisait le Marquis de Sade. Et lorsque nous avons été près d'elle, et que nous avons entendu, moi très heureuse, certaines très suffoquées, et à côté de moi, il y avait une jeune Iranienne que j'avais programmée ce jour-là. Elle me disait, il est barbu. Les barbus, t'as pas peur des barbus? Et donc, elle a commencé à enlever son djihad. Elle était en short, cuissarde. Elle s'est installée, elle a ouvert ses jambes et elle a mis un livre entre ses jambes. Elle a lu. Vous avez compris ce qu'elle avait lu? Le Coran. Donc voilà, nous risquons. Et ça fait déjà quelques années. Voilà. En fait, je voulais juste dire une petite chose avant de... je pense que ça ne concerne pas l'Iran, c'est que je voulais dire, parce qu'en France, j'entends beaucoup que comme on critique l'islam, on le voit, la situation qui existe maintenant aujourd'hui en France, et nous sommes... accusé d'être raciste ou d'islamophobiste, quelque chose comme ça. Moi, je vous invite à lire les articles de Zinab Al-Raboui que je viens de citer sur l'islamophobie, qu'elle est contre. Pour elle, ça n'existe pas un mot islamophobie, c'est une invention sans sens. Et moi, pour les gens qui disent que le racisme, comme on critique le voile l'islam, je dis, mais en Iran, on est tous iraniens. Malheureusement, à cause de ce régime, il n'y a pas de nos Iraniens. On est tous des Iraniens. On ne peut pas être racistes entre nous. Mais les gens normaux, pour moi, je suis désolée si je ne parle pas très, très scientifiquement, mais pour moi, les gens normaux, ils ont peur. Les gens qui sont très voilés en noir, ou les barbous qui sont bizarres, qu'on a l'impression qu'ils vont imposer leur idéologie sur nous. On essaie de ne pas les croiser. On change le trottoir. Et du coup, c'est pas la question d'être raciste, c'est la question de la guerre entre les idéologies et les gens qui ne veulent pas être contrôlés par les gens qui ont une idéologie qui est si forte. Je traduis des textes écrits par Morteza Rezvan, un poète exilé en Suède depuis bientôt 40 ans aussi. À la suite de l'autodafé de ses œuvres en Iran. Donc, c'est mon oncle. Je traduis ses poèmes et là, je voulais partager le dernier en date qu'il vient de faire après la catastrophe que vivent les femmes depuis 6 mois en Iran. Mes filles, rubis de sang. Mes filles, j'aurais tant aimé vous vêtir de robes de mariée. Mes filles, j'aurais tant aimé pour cette noce offrir les meilleurs vins à tous les amoureux du monde. Mes filles, j'aurais tant aimé orner vos jolis doigts de l'agate irisée de l'amour. Mes filles, j'aurais tant aimé emplir vos chambres nuptiales de milliers de roses. Mes filles, j'aurais tant aimé diaprer vos cheveux de perles rares. Mes filles, j'aurais tant aimé dérouler à vos pieds des tapis de jasmin. Mes filles, j'aurais tant aimé parer vos oreilles de turquoise héritées de ma mère. Mes filles, j'aurais tant aimé entendre vos éclats de rire pour retrouver ma jeunesse. Mes filles, dans les rues et jardins des villes et villages, par peur des assassins, des tortionnaires, des pleureuses, des bourreaux, des sadiques et des fanatiques de Dieu cruels, le soleil n'a pu peigner vos chevelures sous le voile sombre de l'injustice et de la haine, et ses rayons n'ont pu caresser vos seins féconds de regards doux et ardents. Mes filles, nous avons vu vos corps sur les épaules des plus aimables personnes. Et dans les rues
inondés du sang de vos courageux frères. Nous avons vu le soleil éclairer librement vos cœurs déchirés et peigner vos magnifiques chevelures ensanglantées. Mes filles, vous qui avez parcouru les ruelles sombres, peuplées d'assassins, et avez laissé pénétrer les premières lueurs de l'aube, pourquoi ne m'avez-vous pas dit comment soutenir le regard de vos mères et par quels mots tenter de les consoler? Mes filles, filles de douleur, filles de patience, filles du pays du soleil, filles de lumière, vos robes de mariée, parmi les rubis de larmes et de sang, sont restées dans ma maison. Mes filles, mes filles, mes filles. Vous avez pu entendre la présentation par Paria Vatanka de la 26e édition des Rencontres internationales Traverses qui se déroulait du 15 mars au 2 avril 2023, enregistrée à la librairie Ombre Blanche samedi 18 mars 2023 et réalisée par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.